tartare, en sushi ou grillé, la consommation de poissons dans l'alimentation mondiale n'a jamais été aussi importante. En 2014, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a consommé davantage de poissons d'élevage que de poissons sauvages. Élever des poissons, tout le monde peut y arriver. Les élever au juste prix et à un bon niveau de qualité, ça c'est très très difficile. Le tilapia, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant le poisson le plus vendu au monde. Pas cher et sans arête, il n'a même plus le goût de poisson. À l'horizon 2025, il sera, avec la truite, le bar et la carpe, les éléments essentiels de notre alimentation. Tous nourris aux algues et aux insectes. Car plus question de vider les océans pour engraisser les poissons d'élevage. Donc voilà, ici on a un sac de notre protéine et qui est parfaitement adapté à la nutrition des poissons. Et si la solution venait aussi de l'aquaponie, le mariage en quelque sorte de l'aquarium et du potager. Il y a moins d'un siècle, la truite et les poissons d'eau douce étaient présents chaque vendredi sur les tables de notre pays, avant qu'ils ne soient remplacés par les poissons de mer. Aujourd'hui, les Français reprennent goût petit à petit aux poissons de leurs rivières. À Banca, au fond de la vallée des Aldudes, sur les hauteurs du Pays Basque, Michel Goicoechea n'en a jamais douté. Cela fait 40 ans qu'il élève des truites de réputation. Son secret, un petit canal construit au XVIIe siècle qui alimentait en eau un ancien moulin. Alors ici, la grande chance qu'on a, ce n'est que de l'eau de source. 2 km en amont, il y a de l'eau qui sort de la terre. Toute l'année régulière, même température 12 degrés. Ce qui fait que les sécheresses, on n'est pas touché. L'été n'est jamais trop chaude et l'hiver jamais trop froide. On a toujours un débit constant et dans notre système, on laisse beaucoup d'eau pour la rivière, pour le milieu sauvage. Et par gravité, une petite partie alimente les bassins qu'on a en bout. Ah, c'est de l'eau bénite, ça. C'est une eau fabuleuse. Déjà, elle a des qualités minérales, une pureté et une limpidité formidable. Et on la regarde avec bienveillance, l'eau. On a appris à la regarder parce qu'elle transmet. L'eau transmet des informations. Si on la regarde avec bienveillance, la bienveillance suit jusqu'au bout. Cette eau provient de la source Arpea, classée 1A. Il n'y a pas mieux en France. Elle permet aux truites de bénéficier de conditions de croissance proches de celles de leurs cousines sauvages. Ici, c'est un site tout en cascade. On a joué sur les dénivelés et l'eau rechute, se réoxygène et donne un débit énorme dans les bassins. Voir le fond d'un bassin, ça veut dire que la densité est faible, que le poisson a de l'espace. Alors nous, au niveau de la densité, on est 3 à 4 fois plus faible que ce qu'on peut préconiser, parce qu'on est aux alentours de 25 kg au mètre cube, alors qu'on pourrait aller jusqu'à 100, 120. C'est là que le confort est optimum. Adios. Et que l'on paye. Ciao. Je le vois. Bye bye. Bon, on est là, Rinac. Ah ouais, c'est nickel. L'eau est belle. Ouais. On va bien profiter. Ah oui, on a bien limpide. Ouais. Oh, elles sont nickel. Bon, il y en a certains qui sont déjà 4 kg là, donc ça veut dire qu'elles sont bientôt prêtes là. Combien il en a descendu? Là, tu as 1500 têtes là. 1500 têtes. Ah d'accord. Chouchoutée dans des bassins en cascade, la bête s'ébat pendant 4 à 5 ans dans de l'eau de source naturellement oxygénée. Une fois par jour, à l'heure des repas, c'est l'effervescence. Ces granulés biologiques sont très proches de ce que trouvent les truites dans leur milieu naturel. Alors ça, c'est un aliment à base de poisson, parce que la truite est carnivore, céréales, vitamines. Donc c'est un composé équilibré qui est adapté à notre site. Et c'est très qualitatif, très peu gras. Il y a très peu de gras, c'est très équilibré.
Là, vous avez un aliment qui est quand même un peu luxueux pour les truites. Donc, ça coûte cher, donc ça nécessite de leur donner à manger vraiment quand c'est nécessaire. Le fait de les laisser jeûner le dimanche, elles vont reconstituer leur flore bactérienne. Et le système de jeûne qui existe chez tous les animaux leur permet aussi d'optimiser leur immunité. Ça leur permet aussi de mieux transformer ce qu'on leur donne à manger. Et c'est quelque chose qui existe dans la nature, tous les animaux le font. Et voilà, c'est des grandes truites qui ont été élevées avec le temps. Elles ont 4 ans à peu près. Elle a une robe magnifique et la tête est aussi grosse que le corps. Ça parle de suite. Ça parle de suite. Si elle avait été engraissée, la tête aurait été petite et le corps tout ovale. Tandis que là, c'est un fuselage complet entre la tête et le reste du corps, tout en longueur. Voilà, ça prouve bien que la truite, elle a vécu avec son temps, elle a grandi lentement. On vend ça qu'à des cuisiniers passionnés qui recherchent le produit, l'origine et avec une éthique derrière. C'est-à-dire qu'on se régale, le poisson a vécu dans un confort total, on a respecté la nature et là après c'est l'art de la cuisine. La truite de Banca fait mouche sur les tables étoilées et jusque sur celles du Sénat. À tel point que Michel n'arrive pas à contenter tous ses clients. En 2018, il a manqué en France 500 tonnes de truites fumées pour satisfaire la demande du marché. Alors que la production mondiale de poissons d'élevage a été multipliée par 12 ces 30 dernières années, la France, elle, fait du surplace. Car depuis le milieu des années 90, aucune nouvelle ferme aquacole n'a vu le jour. Une enquête publique doublée d'une étude d'impact et une batterie d'autorisations, suivie très souvent de recours administratifs, dissuade les entrepreneurs. Pour Philippe Riera, le PDG de Gloria Maris et leader français de l'aquaculture marine, le coup fatal est venu de la France et de l'Allemagne. La pensée unique a imposé des investissements énormes sur la Grèce. Des investissements français, des investissements allemands, des investissements européens. Et la Grèce a pendant 15 ans terrassé l'ensemble des aquacultures, c'est-à-dire que la Grèce produisait à 6 € et vendait à 3 et était renflouée tous les ans. Et ça a duré 15 ans, et donc ça a terrassé l'ensemble des entreprises du monde aquacole. C'est une histoire terrible. Quand je dis terrassé, je parle de secteurs dans lesquels vous avez à peu près 250% de dépôt de bilan. Vous me dites, c'est pas possible, il y a 100% des boîtes. Non, il y a des boîtes qui ont déposé plusieurs fois. Donc vous avez en Espagne, en Italie, en France. En France, il y a 2 entreprises qui n'ont jamais déposé le bilan, quoi. En dépit de tous ces courants contraires, Philippe Riera a sauvé son entreprise. C'est dans le golfe d'Ajaccio qu'il s'est installé il y a presque 30 ans, sur le site de la Parata, près des îles Sanguinaires. Sa ferme marine compte désormais une 50aine de cages, dont une 15aine est réservée spécialement à l'élevage du maigre, un poisson méconnu en France. On a été un peu les seuls dans le nord de la Méditerranée à mettre le maigre au point. Il y en avait beaucoup en Égypte, en Tunisie. On a sorti un produit label rouge de Corse qui nous a ouvert les meilleures tables de France, en fait, et qui a été un des grands succès de l'entreprise. Adam, là tu as envoyé direct. Ça c'est les minimums. Oui, oui, je sais, mais est-ce qu'ils sont déjà là? Comme on est sur du label rouge, on est sur une alimentation très spécifique. C'est de l'aliment certifié label rouge, on le voit, LR. Dans ce grain, on a 46% de protéines et 16% de lipides. Et en fait, contractuellement, sur un aliment label rouge, on a 40% de produits d'origine marine imposés dans le cahier des charges. Donc c'est un aliment qui est un peu plus riche, significativement plus riche qu'un aliment conventionnel où on aura 20-25% de produits d'origine marine. C'est totalement tracé, c'est sans OGM, sans pesticides garantis et c'est, je dirais, sous labellisation et vérifié 2 à 3 fois par an par des organismes externes ou vérificateurs. Jean-Philippe est responsable de la qualité dans l'entreprise. Avec Sophie, son alter ego à la production, ils s'assurent ensemble que tout est conforme aux spécifications du label rouge.
Pas de pesticides ni d'antibiotiques et une densité entre 6 et 7 kg au mètre cube. L'élevage de maigres reçoit par mois 5 contrôles vétérinaires. Là, on pêche des maigres. Et puis en plus, notre maigre est de qualité label rouge. Ouais. En Europe, je dirais qu'on est 2-3 producteurs, donc c'est vraiment très peu. En France, on est les seuls. Et du coup, là, on a mis une seine pour pouvoir prélever un échantillon de la cage qui va ensuite être pêché grâce à un salabre et déposé dans un bac de glace qui est une saumure en fait, un mélange d'eau salée et de glace pour pouvoir abattre le poisson. Par rapport au label, ces cages-là sont pêchées en dernier pour qu'il y ait le minimum de temps entre l'abattage et le conditionnement. Et aussi, donc, ils sont abattus de manière spéciale par choc thermique dans les bacs de saumure pour pouvoir justement respecter les conditions du label. L'aspect extérieur, ils sont magnifiques. La couleur de la robe est très jolie, les queues sont bien formées. Et on voit que les branchies sont bien rouges, sans vert monogène. Donc c'est signe de bonne santé du poisson. On a 4 heures pour les conditionner en fait, voilà, pour garantir vis-à-vis du label rouge une fraîcheur optimale toujours pour le consommateur. Et c'est ce qui nous permettra de nous démarquer systématiquement d'un produit conventionnel. Du maigre, label rouge, unique en France. Mais à quel prix? Des fermes comme celle-ci sont très coûteuses en entretien, car les tempêtes d'hiver de la Méditerranée sont redoutables. Autour de cette petite ferme, il y a 70 long lines avec des blocs de 4 tonnes et une ancre, quoi. Ouais. C'est une toile d'araignée, quoi, en fait. Hein. Et les bouts qui tiennent tout ça, c'est comme tout ce qui est en mer, ça se détruit tous les ans. Un poteau sur deux, il y a des bouts avec une chaîne. Et du coup, en fait, ces bouts, il faut vraiment les attacher au filet pour pouvoir en fait garder le filet bien ouvert. Sans ces bouts et sans ces chaînes, le filet, en fait, avec le courant, il pourrait se rétrécir et du coup abîmer les poissons. Et sous la ferme marine, aucune trace de pollution ni de déchets. Le poulpe peut dormir sur ses tentacules. 1000 tonnes de maigre, de dorades et de bar sortent de ces cages chaque année. Le bar est devenu un poisson à la mode, à tel point qu'il est menacé d'extinction à l'état sauvage. Alors il faut l'élever et surtout le faire naître. Nous partons à Gravelines, dans le nord de la France. Cette maternité aquatique est l'une des plus grandes d'Europe. Elle appartient au groupe de Philippe Riera et fait naître des bébés poissons, mais aussi leurs biberons, du zooplancton cultivé dans le laboratoire. L'eau de mer, elle, est réchauffée par celle de la centrale nucléaire, située juste à côté, pratique quand on a besoin d'eau chaude en permanence. Quand on fait un élevage de poissons qui a besoin d'eau chaude, soit on dépense des fortunes en chauffant l'eau, soit on utilise des solutions annexes. La centrale va rejeter des millions de litres d'eau chaude, autant en profiter. Nicolas est le responsable du site. Alex, qui l'accompagne, s'occupe, lui, tout particulièrement de la reproduction. Le site de Gravelines alimente en alevin la ferme d'Ajaccio. Alors là, on est dans la zone où il y a toutes les papas et les mamans. Et les éclairages différents sont juste parce qu'on régule d'un point de vue luminosité et température les bassins pour pouvoir avoir des pontes toute l'année. Et pas se contenter à avoir des pontes sur les périodes naturelles du bar. Ce qui nous permet de pouvoir fournir des poissons exactement au moment où la Corse en a besoin. Et bien là, typiquement, ça c'est un bassin qui est pour le moment en plein mois d'août. Et ça, c'est un bassin qui est au mois de mai. Là, on a vraiment deux décalages totalement différents. Les géniteurs pondent dans le bassin. Les œufs passent par ces tuyaux que vous voyez ici, puis finissent ici dans la bâche. Donc ici, ils sont capturés via la maille que vous voyez qui ressemble à une moustiquaire. Et l'eau ressort, mais les œufs sont bloqués. Sur la fin de récolte, on voit encore quelques œufs en surface.
Et vous voyez, au fond, on voit qu'il y a un résidu au fond. Donc ces œufs qui ont coulé, ce sont des œufs qui n'ont pas été fécondés. Alors là, j'observe les larves pour voir à quel stade elles sont, si elles sont bien écloses, si elles sont en bonne forme, si elles nagent bien. On voit qu'elles sont pélagiques. Elles montent entre les couches d'eau. Donc tout va bien. À ce stade, les larves sont commercialisables. 100 millions sont expédiés par camion vivier chaque année partout en Europe. Pour les alevins, il faudra attendre quelques semaines. Transférés de bassin en bassin, 6 à 8 millions d'alevins sélectionnés de 3 à 5 grammes quittent chaque année l'écloserie de Gravelines. Ici, pas d'antibiotiques, ni de pesticides, pas d'hormones de croissance et encore moins de colorants. Que du bio et du label rouge. Mais est-ce bien le cas dans toutes les écloseries? Nous partons en Chine, le plus gros producteur mondial de poissons d'élevage et le plus gros consommateur aussi. La carpe reste le poisson le plus consommé, mais elle est talonnée par un nouveau venu, le tilapia. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant le poisson le plus vendu au monde. En quelques années, l'île de Hainan, au sud du pays, est devenue la capitale planétaire du tilapia. Nous avons rendez-vous avec Yang Zhong, le responsable du site de Progift, le plus grand centre d'incubation de tilapia au monde. Des kilomètres et des kilomètres de bassins, de tuyaux et de bacs, où grandissent 115 milliards d'œufs de tilapia. 200 personnes travaillent dans l'entreprise. Les ouvriers sont en train de ramasser les œufs, suivez-moi. La première étape des employés consiste à récupérer les œufs dans la bouche des femelles. Il y a une différence physique entre les mâles et les femelles. Les ouvriers ont l'habitude. Pendant la période de reproduction, le mâle devient rouge et plus gros que la femelle. La femelle met ses œufs dans sa bouche pour les protéger, parce que le tilapia est très agressif. Si la femelle ne garde pas les œufs dans sa bouche, les autres tilapias vont les manger. Il faut donc récupérer les œufs le plus vite possible. Une femelle pond environ 2000 œufs par mois. C'est le niveau atteint par notre entreprise. Normalement, un tilapia pond quelques centaines d'œufs par mois. Souvent, c'est juste quelques dizaines. Les alevins éclosent dans ce drôle de palais, ne sortant que pour se nourrir. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent changer de sexe, aidés par les hormones ajoutées à la nourriture. Des poissons d'un nouveau genre, des néomâles ou des néo-femelles en fonction des besoins de la production. Les techniques de réversion sexuelle hormonale ne datent pas d'hier et ont été développées dans les années 70, notamment en France. Jean-François Baroilier, chercheur au CIRAD de Montpellier, en est un spécialiste. Pour beaucoup d'espèces de poissons, un des deux sexes va être plus intéressant que l'autre d'un point de vue de la production. Par exemple, les femelles ont une meilleure croissance chez le bar, chez le turbo. Les femelles ont une meilleure qualité de chair et une meilleure résistance aux maladies chez la truite. Donc il faut plutôt, dans ces espèces, produire des femelles. Chez les tilapias, il faut des mâles. Là, il va falloir produire des néo-femelles en nourrissant des bébés poissons avec un aliment qui comporte une hormone, la 17-alpha-éthényl-œstradiol. Elles vont servir uniquement de reproducteurs et les descendances de ces néo-femelles vont être composées exclusivement de mâles. En Europe, ces géniteurs néo-mâles ou néo-femelles sont extrêmement surveillés et euthanasiés après avoir procréé. En Chine, ils sont tous consommés sans distinction. Tous les mâles qui sont produits vont être commercialisés pour la consommation. C'est-à-dire qu'on va manger des mâles
classiques et des néomâles qui ont été inversés par la méthyltestostérone. Si le recours à l'utilisation d'hormones masculinisantes est courant en élevage intensif, Jean-François travaille sur d'autres solutions, moins chimiques. Et le CIRAD travaille sur des approches de masculinisation par de fortes températures. De fortes températures appliquées précocement pendant les premiers stades de développement de l'alevin, du petit bébé poisson, vont être capables de masculiniser certaines familles. Ce que nous, on préconise, c'est le zéro hormone pour protéger aussi l'environnement. Car ces hormones se retrouvent inévitablement dans l'eau des bassins. Nous retournons voir M. Zhong sur l'île de Hainan. Nous arrivons maintenant à l'atelier d'incubation. C'est le plus grand au monde. Les œufs de tilapia ont été transportés sous un hangar pour être stérilisés, c'est-à-dire nettoyés avec de l'eau mélangée à d'autres produits. Je vais porter ça là-bas, mais vous ne pouvez pas rentrer. Impossible de filmer et de savoir de quel produit il s'agit. Sous ce hangar, près de 1200 seaux et 115 millions d'œufs en incubation. 70% d'entre eux vont devenir des alevins et 80% de ces alevins vont survivre. Un taux de réussite impressionnant. Plus loin, dans les bassins bleus, les alevins resteront un mois, nourris toutes les heures, 10 fois par jour. Cette cuve fait 20 mètres cubes. Nous y élevons entre 250 à 300 000 alevins. Avant de les commercialiser, il faut attendre une dizaine de jours. Comme vous le voyez, les alevins se développent très bien et de façon uniforme. Nous regardons sa taille, sa forme et aussi son apparence. C'est pendant cette période que le sexe du tilapia est défini grâce aux hormones. Monsieur Zhong ne veut que des mâles, qui grandissent tous à la même vitesse et de manière homogène. De la chimie pour changer le sexe des poissons, mais pas que. Nous découvrons plus loin d'autres produits au pied des bassins. Du bout des lèvres, Monsieur Zhong accepte de nous en parler. Voici un mélange de champignons, d'algues et de micro-organismes. C'est pour améliorer la présence d'algues dans l'eau. C'est une solution nutritive avec des bonnes bactéries et des catalyseurs de photosynthèse. Ça, c'est notre produit de Baolu. Il renforce l'immunité. Ce sont des agents de la biomasse à base d'hormones. Ce produit-là est à base de bactéries photosynthétiques, de bactéries lactiques et de champignons. L'entreprise de M. Zhong fournit 35% des alevins de l'île de Hainan. La société Kinfu fait partie de ses clients et élève du tilapia sur 9 sites. Celui-ci est le plus grand. 66 hectares, dont 40 hectares de bassins. Alors, quand Qiu Chang fait le tour du site, c'est au volant de sa voiture, et cela peut prendre un certain temps. Il est le responsable des sites d'élevage du groupe Kinfu. Nous avons 35 étangs piscicoles. Il faut plus d'une heure pour en faire le tour. Nous sommes une des plus grandes entreprises indépendantes de Chine. Et ce n'est pas une plaisanterie. Chaque bassin contient environ 60 000 tilapias. Et il y a 34 bassins, plus de 2 millions de têtes. Une fois arrivés à maturité, au bout de 7 à 8 mois, tous les tilapias d'un même bassin sont pêchés. L'opération dure 2 jours pour sortir tous les poissons de l'eau.
Le tilapia est un poisson facile à élever car il est omnivore. Il mange des insectes, des algues, il mange de tout. C'est un poisson qui vient d'Afrique, où il est très apprécié. C'est ce qu'on appelle la bonne qualité et le bas prix, car les exigences techniques nécessaires à son élevage ne sont pas très élevées. Chargés dans des camions viviers, les tilapias sont souvent anesthésiés avec des produits chimiques pour qu'ils ne se blessent pas et arrivent vivants à l'usine de transformation. Monsieur Zhu, le patron du groupe Kinfu, est un homme pressé. Mais il a tenu à nous accompagner pour nous faire visiter son usine. 20 camions chargés de tilapia arrivent chaque jour. Ici, on effectue un premier tri et tout ce que vous voyez dans ces bacs est jeté. Ce sont soit des poissons morts ou d'autres espèces de poissons. Tout le reste part en production. Il faut que le poisson soit frais, glissant, qu'il ait une belle couleur, qu'il soit brillant. Il doit être élevé selon notre norme. C'est ce qu'on appelle le standard. Il ne doit pas y avoir de traces d'hormones ou de traces de médicaments qui dépassent les standards. Et c'est vrai qu'ici, tout est affaire de standards et de documents. Ça, c'est notre licence d'exportation de la Chine vers le monde entier, appelée HACCP. Nous avons le droit d'exporter partout dans le monde. Il est très difficile d'obtenir ce certificat. Il doit répondre aux normes d'exportation de notre pays et également aux normes des autres pays. Avec ce sésame, Monsieur Zhu peut exporter ses poissons partout dans le monde. Bien pratique pour les petits pisciculteurs comme Madame Fan Biyan, qui, elle, n'a pas d'autorisation d'exporter. Sur l'île de Hainan, qui compte 2500 exploitations, seule une dizaine possède le fameux certificat. Regardez tous ces petits points noirs. Ce sont des alevins. Ils font 9 cm de long. Ce genre de nourriture est plus pratique, car il n'y a pas d'herbe à préparer. Elle est prête à être utilisée. Je pense que si vous nourrissez avec d'autres aliments, le poisson ne grandira pas. Il lui suffit de manger ce genre de nourriture et il grandira plus vite. Tous les agriculteurs de Hainan nourrissent avec ça. Wang Yinggang est venu tester l'eau des bassins de Fan Biyan. C'est un service gratuit assuré par l'association de gestion du tilapia sur l'île. Je viens de mesurer l'oxygène et la température. Les poissons de cet étang commencent à être gros. Ils consomment beaucoup d'oxygène, donc il en faut une grande quantité. Avec un temps comme aujourd'hui, le taux d'oxygène dans l'eau est à son niveau le plus haut. Le taux d'oxygène mesuré est de 5,6 mg. Et le tilapia a besoin de 3 mg. Là, on est à 5,6, donc tout va bien. S'ils meurent tous, nous perdrons des centaines de milliers de yuan. C'est pourquoi nous avons autant de machines de brassage afin de créer un échange avec la surface. L'eau de surface, très riche en oxygène, se mélange ainsi avec l'eau du fond de l'étang en permanence. On compare la couleur avec ce papier test. Si le nitrite est élevé, la couleur sera très rouge. Là, il n'est pas rouge. Si le taux de nitrite est élevé, les poissons de l'étang ne mangeront pas et il y aura des poissons morts. J'ai mis un traitement anti-nitrite hier et donc aujourd'hui, tout va bien. Voilà pourquoi tout paraît normal. Car pour Fan Biyan, l'important c'est de vendre de beaux poissons
au groupe Kinfu par exemple, qui bénéficie de tous les certificats sanitaires. Ni vu, ni connu. Regardez ce beau poisson. Il pèse plus de 500 grammes. Dans 10 ou 20 jours, on pourra le vendre. Cela fait plus de 4 mois que je l'ai mis dans les temps. Le marché actuel n'est pas bon pour gagner de l'argent. J'aimerais que les prix augmentent de 50 centimes. Si les prix augmentent de 50 centimes, je pourrais gagner un peu mieux ma vie. On gagne un peu d'argent, mais uniquement pour payer nos frais. Les poissons de Phan Binian, ainsi que ceux d'autres producteurs chinois, sont mélangés à ceux du groupe Kinfu. Ils sont ensuite découpés en filets. La tête, la queue et le squelette sont jetés. La peau est retirée. 20 000 tonnes de tilapia par an sont ainsi traitées par les 680 employés du groupe. C'est pour quel pays? Pour les États-Unis. Regardez, ce poisson comme il est frais. C'est un très bon produit. Quand l'épine dorsale est bien rouge comme ça, c'est une garantie de qualité. Notre processus d'élevage, notre eau et nos aliments sont conformes aux exigences des pays importateurs, aux normes européennes et américaines. Aucun antibiotique n'est utilisé dans nos étangs. Quand il arrive en camion dans notre usine, le tilapia doit être testé dans notre laboratoire. Après 3 tests effectués sans problème, on peut les envoyer en production. Il y a 3 phases de test. Oui, 3 phases. « 90% de la production de Kinfu est destinée à l'exportation. 30% part vers l'Europe. Le groupe, à lui seul, représente 20% des exportations de tilapia chinois dans le monde. Ce produit va en France. Nous exportons 2 types de produits vers la France. Du tilapia entier vidé et des filets. Ces 2 produits sont très appréciés des Français. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a désigné le tilapia comme une espèce très prometteuse pour le XXIe siècle. Le tilapia est devenu le symbole de l'aquaculture mondialisée depuis qu'il est élevé dans plus de 75 pays, en posant certains problèmes environnementaux. Après avoir utilisé des hormones, des pesticides, des champignons, des algues en poudre et du peroxyde d'hydrogène, on traite les bassins une fois pêchés et vidés à la chaux vive. Une fois l'étang drainé, il y a de la boue, des excréments de poissons, de la mousse et des algues. Nous ne pouvons pas voir s'il y a des bactéries nocives ou de zooplancton. Il y en a peut-être dans la boue et nous devons nous en occuper. Nous allons saupoudrer la boue de chaux vive et utiliser le soleil pour la décomposer en partie mais pas en totalité. L'un des avantages de la chaux vive est la désinfection. Elle tue les algues qui y poussent, désinfecte, stérilise, tue les bactéries nocives, puis reconstitue les minéraux du sol. Et l'eau usée des bassins, où va-t-elle? Et surtout, que contient-elle? Nous n'en saurons rien. Mais à n'en pas douter, elle file vers les rivières et la mer, saturée de produits chimiques et pharmaceutiques. Aux problèmes environnementaux s'ajoutent des pressions constantes sur les ressources halieutiques. Car on ne le sait pas, mais pour produire 1 tonne de poissons d'élevage, il faut encore en moyenne prélever 3 tonnes de poissons sauvages. Du poisson sauvage pour nourrir du poisson d'élevage, une aberration que dénonce Frédéric Lemanac de l'association Bloom.
La pêche minotière, c'est une pratique qui est vraiment très répandue au niveau mondial. On la pratique en Europe, on la pratique en Afrique, en Amérique. C'est une pratique de pêche qui vise à capturer des poissons qui sont petits, comme les sardines, les anchois, les maquereaux, le merlan, et à le réduire en huile et en farine pour faire des granulés pour les besoins de l'élevage. Donc ça peut être des élevages maritimes, comme pour, par exemple, élever des saumons ou du bar, mais ça peut aussi être des élevages terrestres pour élever des poulets, du cochon ou des visons, par exemple. Sur les 90 millions de tonnes de poissons sauvages pêchés chaque année, 20 millions servent à nourrir les animaux d'élevage. Plus grave encore, des espèces qui sont herbivores comme les tilapias sont de plus en plus nourries avec de la protéine animale issue de la pêche minotière. Une pression supplémentaire sur la ressource sauvage quand on sait que l'île de Hainan, à elle seule, produit 350 000 tonnes de tilapia par an. On produit plus de poissons qu'on en pêche dans l'océan. Mais en fait, cette tendance positive est en train de s'inverser maintenant, puisque notamment en Chine, on se rend compte que quand on donne du poisson en nourriture à des poissons herbivores qui sont censés consommer que des algues ou des fragments de plantes, en fait, ces poissons-là grandissent plus vite et ont meilleur goût, donc sont mieux valorisés. Comment nourrir alors les poissons qui nous nourrissent sans vider davantage les océans? À l'Institut national de la recherche agronomique, Sandrine Skiba, directrice de l'unité de recherche sur la nutrition des poissons, travaille sur de nouvelles protéines. Il y a des poissons qui sont carnivores, il y a des poissons qui sont herbivores, d'autres qui vont être omnivores. Mais dans tous les cas, toute la majorité des espèces de poissons vont avoir des besoins en protéines qui sont très élevés. Pour une truite, on va être entre 35 et 45% de protéines en fonction du stade physiologique de l'animal. Et pour des poissons marins comme le bar et la dorade, on peut monter jusqu'à 55% de protéines. Moi, mon travail, c'est d'essayer d'inventer une alimentation du poisson qui soit complètement dépourvue de farine et d'huile de poisson. Alors, ce qui est difficile, c'est que aujourd'hui, si vous nourrissez une truite avec un aliment végétal, elle va moins bien grandir. Soit il mange moins, parce que l'aliment ne lui plaît pas, soit il mange autant, mais ses capacités de transformation de l'aliment pour en faire de la protéine qui va faire le muscle, la chair, fonctionnent moins bien. Et lors de dernières expérimentations, on a utilisé 7 lignées et on les a nourries avec des aliments végétaux supplémentés avec nos matières premières innovantes, des insectes. Et on commence à se rapprocher des performances qu'on obtient avec un aliment contenant de la farine et de l'huile de poisson. La coléoculture serait-elle la solution? L'élevage de scarabées pour nourrir des poissons, c'est l'idée des fondateurs de la start-up française Insect, qui commercialise une farine de ces coléoptères pour nourrir les poissons d'élevage. Inspiré du principe de la fourmilière, l'atelier d'élevage se présente sous la forme de bacs superposés. Il y en a plus de 1000, contenant chacun des larves de molitor. Hydrométrie, température, nourrissage, tri, toutes les opérations sont automatisées. Alors ici, on est dans notre ferme verticale, donc c'est le concept de notre technologie où on élève nos insectes, des scarabées molitor. Et ils sont élevés sur ce 17 mètres de haut ici, dans un esprit justement écologique, on doit être plus efficace par surface. Là on regarde donc des larves de molitor, donc de scarabées qu'on élève. Elles sont à peu près à la milieu d'âge avant leur transformation. Elles vont grandir encore doubler de taille avant d'être transformées donc en protéines pour nourrir les poissons. Ça va ? Henri Janin est entomoculteur. 30 ans qu'il élève ces petites bêtes. Alors l'intérêt de cet insecte, c'est aussi pour ça qu'il a été choisi, c'est qu'il ne rame pas et il ne vole pas à l'adulte. Contrairement à des mouches ou à des moustiques ou des choses comme ça, quoi. Et c'est très intéressant parce que c'est un insecte grégaire et vous pouvez en élever, vous voyez, dans des bacs plastiques comme ça, on peut aller jusqu'à près de 2 kilos de larves. Et c'est très intéressant pour ça, quoi. En élevage industriel, c'est vraiment l'insecte idéal.
Là, c'est des larves un peu plus grosses qui viennent d'être nourries. Donc vous voyez, il y a du son de blé autour. Il y a des mues. Et au milieu, c'est un substrat un peu humide qui leur apporte de l'eau et des nutriments via d'autres céréales, des coproduits. Ensuite, dessous, là, vous avez des larves qui sont encore pas triées, qui vont aller en transformation. Donc c'est des larves suffisamment grosses pour partir en transformation. Ils arrivent, ils sont ébouillantés et on va en fait séparer une petite partie qui est du gras, de l'huile, comme de l'huile végétale, qui va aussi nourrir les animaux. Et le reste est une pulpe qui va être ensuite séchée d'abord dans le sécheur et réduite en poudre. Et cette poudre-là, c'est notre produit phare, la protéine pour nourrir les animaux, les poissons, mais aussi les chiens et les chats. Donc voilà, ici, on a un sac de notre protéine. Voilà, on voit le produit qui a une belle couleur brune. On peut produire jusqu'à 1000 tonnes d'ingrédients, à peu près 2 tiers d'engrais pour nourrir les plantes et 1 tiers de protéines et d'huile pour nourrir les animaux. Sur notre site qui est en construction à Amiens, ça sera 100 000 tonnes. Donc on a là sur des volumes qui commencent à être pertinents pour des clients qui, eux, pour certains, représentent plusieurs millions de tonnes d'achats par an. Les fermes d'élevage d'insectes font partie de ces nouveaux concepts d'agriculture urbaine, à l'image de l'aquaponie, une pratique ancienne venant d'Asie qui revient sur le devant de la scène. L'aquaponie, c'est le mariage du potager et de l'aquarium. Félix Ager, dans la région de Toulouse, gère la plus grande ferme aquaponique de France. 8 tonnes de poissons et 22 tonnes de végétaux y sont produits chaque année. Le principe de l'aquaponie, c'est de combiner 3 cultures. L'élevage de poissons, l'élevage bactérien et la culture végétale. Les poissons vont générer des nutriments pour les plantes qui sont rendus disponibles grâce aux bactéries. C'est un écosystème qu'on recrée et c'est ce qu'on appelle un cycle vertueux. Alors on ne le dirait pas comme ça, mais ça c'est le cœur réacteur de la ferme. C'est là qu'il y a la biofiltration. C'est là que vivent nos bactéries. En fait, l'eau qui est passée avant dans l'élevage de poissons, on a donné un aliment à nos poissons et eux ils ont pollué l'eau. Cette eau polluée, elle va être filtrée et ensuite elle arrive ici dans les bactéries. Les bactéries, elles vont s'occuper schématiquement de digérer l'ammoniac et de le transformer en nitrate. L'ammoniac est très dangereux pour le poisson, alors que le nitrate n'est pas du tout nocif pour le poisson. Il permet à la fois au poisson de revivre dans la même eau et il permet d'envoyer cette eau aux plantes pour qu'elles s'en nourrissent directement. L'eau circule directement dans la gouttière, donc c'est l'eau des poissons. On a 2-3 millilitres de lame d'eau au fond. Et elle va ruisseler directement sur les racines des plantes qui vont se développer dans la gouttière. Les plantes vont absorber tous les nutriments, notamment les nitrates qu'il y a dans l'eau. Et cette eau retourne dans l'élevage de poissons. Hormis les légumes racines, comme les carottes ou les pommes de terre, l'aquaponie permet de cultiver presque tout. Côté poisson, c'est le saumon des fontaines qu'a choisi Félix. Mais la star de l'aquaponie reste le tilapia. Le seul point sur lequel on doit encore travailler aujourd'hui en aquaponie pour être totalement vertueux, c'est notre aliment. Donc l'objectif, c'est de se passer complètement de la pêche minotière, de la pêche sauvage, sans farine et sans huile de poisson, et d'avoir un aliment 100% durable. Cette technique impose un élevage sans antibiotiques, car il détruirait les bactéries du biofiltre. Sans pesticides non plus, ou produits chimiques pour traiter les plantes sous peine de voir les poissons mourir. Une technique contraignante, mais 100% biologique, qui reste tout de même très confidentielle, comme l'élevage du thon, mais pour d'autres raisons. Le thon, un marché à 40 milliards de dollars, est le dernier grand défi de l'aquaculture moderne. Car ce grand migrateur refuse de se reproduire en captivité, et son élevage relève du défi. Je dis que c'est le dernier défi de l'aquaculture marine. Au centre océanographique de Murcie, Fernando de la Gandara, son directeur, nous égrène les difficultés de cette domestication. Le premier problème, c'est qu'ils se reproduisent à 4 heures du matin, la nuit, en pleine nuit. Alors il faut aller aux cages et la nuit, prendre 2 œufs en surface et les amener ici. Et on obtient des larves. Et il faut nourrir ces larves avec des zooplanctons, d'aliments vivants, de proies vivantes.
on utilise aussi des copépodes. Les copépodes, ce sont des crustacés qui sont l'aliment naturel du thon rouge en nature. Quand on a à peu près 20 jours, il faut donner des larves d'autres poissons parce que le thon rouge est piscivore. Alors, il faut avoir une grande quantité de génitaires de dorade pour avoir des œufs et donner les larves de dorade au thon rouge. Un véritable chemin de croix pour arriver à produire des alevins de thon. Et ce n'est pas terminé. En mer ouverte, il n'a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'obstacles. Mais ici, il s'écrase contre le mur. Et ça, c'est la plus grande cause de mortalité de thon rouge en captivité. Alors, c'est pour ça qu'on a mis des bandes blanches pour que le poisson peut être capable de voir qu'il y a une paroi. Première productrice mondiale de thon d'élevage, l'Espagne est passée maître dans l'art d'élever ses poissons. Les jeunes thons, et notamment les rouges, sont capturés sur les trajets de migration. Juan Serrano, le directeur général de Balfego, revient sur cette pêche ancestrale du bassin méditerranéen que pratiquaient déjà les Phéniciens. On va lancer un filet en mer, au niveau d'un banc de thon. Puis le bateau va faire un cercle avec ce filet qui va tourner autour du banc de thon. Ce cercle peut faire jusqu'à 1500 mètres de périmètre. Il s'agit maintenant de faire passer les centaines de jeunes thons rouges pris au piège dans le filet vers une piscine d'une 50aine de mètres de diamètre. Les plongeurs ouvrent une fenêtre de chaque côté et remontent progressivement le filet, obligeant les poissons à fuir dans la piscine. Il ne reste plus qu'à tracter les thons et leur nouvelle demeure. 10 jours de mer à très petite vitesse. Mais le plus dur reste à faire. Quand le thon arrive, la priorité, c'est de lui réapprendre à manger. Parce que dans la vie sauvage, le thon est habitué à chasser des proies vivantes. Nous, on leur donne à manger des sardines et des maquereaux morts. Normalement, quand un thon voit une proie tomber comme ça, il ne la mange pas. Mais petit à petit, la curiosité va le pousser à aller voir ce que c'est. Et progressivement, il va prendre l'habitude de les manger tous les jours. Il faut croire que la méthode est efficace, car les 16 000 thons de Balfego engloutissent chaque jour 225 tonnes de sardines, d'anchois et autres maquereaux. Aujourd'hui, c'est jour de pêche. Tony Lopez, le responsable du site, dirige les opérations. Il ne prélève que la quantité de thon rouge nécessaire pour honorer les commandes de ses clients. On sélectionne les poissons que l'on va tuer en fonction de leur poids et de la demande de la clientèle. On essaie de tuer le poisson le plus vite possible pour lui éviter de stresser. Car ce stress provoque une dégradation de la chair et de sa qualité. Un coup de fusil sous-marin, parfois 2, sont suffisants pour abattre les thons. Ils sont ensuite remplis d'air pour être remontés à la surface. Ce thon qu'on a pêché et vidé pèse 262 kg. Entier, il pèserait dans les 300 kg. Le thon remonté est déjà mort. Il est vidé et plongé dans la glace. 24 heures après, il est livré partout en Europe. Pesés, vidés et pucés pour assurer leur traçabilité sans faille, les thons rouges sont ensuite exportés pour la plupart vers le Japon afin de satisfaire l'énorme appétit des Japonais pour les sushis et les sashimi. Les tarifs sont décidés en fonction de la qualité de la chair et peuvent atteindre des milliers d'euros pour une seule pièce. Le reste
environ 25% de la production finit sur le marché européen et nord-américain. Le thon rouge est devenu au fil des années un emblème de la surpêche. Cependant, les stocks de l'Atlantique, surexploités au milieu des années 1990, vont mieux. Et Balfego communique à sa façon sur cette embellie, en proposant au grand public de mieux connaître cet animal emblématique. Comment ? En embarquant à bord de leur catamaran et en se jetant à l'eau au milieu de la ferme aquacole. Génial, c'était super. À voir ces grands prédateurs nager dans leur piscine à la poursuite de sardines déjà mortes, on peut se demander si les poissons d'élevage ne regrettent pas la mer. Peut-être. Depuis une dizaine d'années, la truite, le bar ou le thon sauvage disparaissent des étals des poissonniers, remplacés par leurs équivalents domestiques. Et c'est tant mieux, car c'est à l'aquaculture d'encaisser le formidable appétit de la planète pour le poisson. En 2030, les 2 tiers de la consommation de produits de la mer proviendront de fermes aquacoles.